C'est ici que tout a commencé, au col du Garavel, entre Aude, Ariège et Pyrénées-Orientales. C'est ici que j'ai vu les ombres fantomatiques de 8 chevaliers clore une belle aventure. Un tournoi entre 8 escrimeurs d'exception. 7 combats au cœur du pays cathare, l'ancienne frontière entre France et Aragon. Pendant une semaine, une femme et 7 hommes vont s'affronter pour mieux nous raconter la grande histoire de la chevalerie. Ces chevaliers modernes ont ouvert une brèche dans le temps pour un voyage vers le Moyen-Âge. Passion, folie, doux rêve, comment juger? Tous sont là parce qu'ils l'ont choisi. Leurs aventures nous ouvrent la porte d'un autre monde, celui des escrimeurs médiévaux, des femmes et des hommes réunis par des liens dont nous sommes loin de soupçonner la force. C'est ici que tout a commencé, et c'est là que tout finira. Occitanie. Soufflez ce nom et les souvenirs du Moyen-Âge se réveillent. 15 août 1209, il y a 800 ans. Carcassonne tombe aux mains des croisés venus au nom de Dieu extirper l'hérésie du pays cathare. Les combats de notre tournoi se dérouleront sur cette terre et dans des lieux chargés d'histoire. Nous sommes certes en pays cathare, mais les 5 châteaux dans lesquels nos concurrents combattront sont des citadelles royales, érigées pour protéger la frontière de France des incursions aragonaises. Leur nom sonne déjà comme une chanson de geste. Aguilar, Villerouge-Termenès, Peillerepertuse, Quéribus et Puylaurens. Les contreforts tourmentés des Corbières constituent des remparts naturels, dont les méandres et les falaises sont autant de pièges abrupts. Cette frontière dressée vers le ciel a longtemps séparé 2 États. Cette garrigue a vu passer maintes fois les armées des 2 voisins belliqueux. Quoi de plus normal que certaines crêtes aient été couronnées de vigies impassibles. Mais les Cathares n'ont jamais occupé ces forteresses. C'est à partir de 1240 que le roi de France fait construire ses gardiens de pierre sur d'antiques fortins. Aguilar, Peillerepertuse, Quéribus, Puylaurens et Thermes deviennent les 5 fils de Carcassonne. En 1659, le Roussillon devient une province française, la frontière se déplace, les 5 fils de Carcassonne se vident de leur garnison. L'histoire même des châteaux se confond avec celle du Moyen-Âge. Le château est d'abord l'expression du pouvoir local. Il est aussi la preuve de l'incertitude des temps durant le haut Moyen-Âge. La motte castrale apparaît au Xe siècle pour faire face aux invasions. C'est un édifice de bois entouré d'une palissade et d'un large fossé, édifié le plus souvent sur une butte élevée par la main de l'homme. Les premières forteresses en pierre apparaissent au XIe siècle. C'est à cette époque que, grâce à des seigneurs assez fortunés, des grands donjons de pierre s'élèvent au-dessus de la vallée de la Loire. Mais l'âge d'or des châteaux reste le XIIe siècle. Des ingénieurs président désormais à leur construction. Les citadelles doivent résister au progrès des machines de siège, catapultes et autres mangonneaux. Les murailles deviennent plus hautes et plus épaisses. Les tours circulaires se multiplient
Les meurtrières apparaissent. Le logis du seigneur s'améliore, devient plus confortable. Au XIIIe siècle, le château fort se dote d'une double enceinte. Les tourelles comblent les angles morts. Un chemin de ronde couronne les remparts. De larges fossés les entourent. Les toits sont couverts de plomb pour résister aux projectiles incendiaires. Les planchers de bois sont remplacés par des voûtes de pierre. L'architecture militaire devient un art à part entière. Avec l'affermissement du pouvoir royal, le château devient la sentinelle d'un État plus centralisé. Pour le seigneur, c'est une résidence pourvue de toutes les commodités dans laquelle l'on vit de mieux en mieux. Mais au XVe siècle, la fin est déjà proche. Certaines innovations dans l'art de la guerre vont rendre vulnérable le château fort. L'usage de la poudre et des boulets en fer sonne le glas des fortifications massives, comme elle annonce la fin de la chevalerie. Jusqu'au bout, l'histoire des châteaux se sera confondue avec celle des chevaliers. Du haut de son piton rocheux, le château d'Aguilar garde l'accès aux Corbières depuis 1000 ans. Remanié pendant tout le Moyen-Âge, il surplombe une plaine qui déroule des vignes dont les ceps tordus viennent se jeter en vagues sur les falaises calcaires. Plus que tout autre, le château d'Aguilar fut l'enjeu de nombreuses batailles. Construit à partir du XIe siècle, le château va être modifié, constamment amélioré jusqu'au XIVe siècle. Son histoire est celle d'une sentinelle postée sur une frontière. Perché à 96 mètres de hauteur, il barre le col de l'Extrême et la vallée du Verdouble. Saint-Louis l'acquiert pour le royaume de France, mais ce sont les Espagnols qui en seront les derniers locataires. En 1525, Charles Quint s'en empare et y place une garnison royale. Elle va y surveiller la frontière mouvante entre les royaumes de France et d'Espagne. 2 enceintes enserrent le donjon et le logis seigneurial. Enfermée dans ses jupons de pierre, la forteresse dresse ses ruines romantiques au milieu de la garrigue et des vignobles. C'est ici que Jérémy O'Neill et Brice Lopez vont se rencontrer. Plus d'1 heure avant le début du tournoi, chacun des 2 concurrents va s'isoler. Avec l'aide d'un compagnon, chevalier ou écuyer, chacun va enfiler ses protections. Les armures sont inspirées de celles des XIVe et XVe siècles, car elles sont plus protectrices. Mais la minutie avec laquelle Jérémy et Brice opèrent montre que chaque détail compte. Les coups qui vont être portés restent violents. Cet instant m'apparaît aussi comme un rituel. Chaque couche d'acier vient rappeler au concurrent qu'il va se battre. Chaque lame de métal le voit se concentrer plus encore. Une fois l'armure mise, il faut l'ajuster, veiller à ce qu'elle n'entrave pas les mouvements, qu'elle n'occasionne aucune gêne ou qu'elle ne blesse pas celui qui la porte. Cet exercice préparatoire capte l'attention de Brice Lopez, spécialiste de gladiature. Il n'a que peu d'expérience de l'escrime dans cette protection rigide. Au plastron de métal, il a d'ailleurs préféré un gambison renforcé et clouté.
Être en mouvement, toujours, concentré sur les coups à porter. Jérémy et Brice s'échauffent, s'étirent, mesurent l'amplitude de leurs mouvements. La rencontre qui s'annonce n'est pas un jeu. Il va falloir parer et riposter avec un angle de vision réduit à une mince fente dans le casque. Je suis nerveux, car chaque combat est une chose sérieuse. Et je dois m'engager très fort à chaque fois. Moi, je crois que tout le monde peut battre qui il veut. C'est pour ça que je dois être très bon. La stratégie, c'est survivre. Premier tournoi, Jérémy O'Neill, bon, ben, ça va. Hein, on va survivre déjà, et puis ça sera bien. J'ai entendu de très bonnes choses sur lui. C'est pour ça que c'est lui que j'ai choisi en premier. Le combat est le meilleur moyen pour atteindre le cœur d'un homme. Alors lui et moi, on a rendez-vous aujourd'hui. La chose qui me chagrinerait le plus, c'est de ne pas être à la hauteur de mon adversaire. C'est-à-dire de ne pas lui donner la réplique qu'il mérite, parce que c'est un grand combattant. Tout le monde ici le respecte beaucoup, parce qu'il fait beaucoup de tournois, tout ça. Donc, dans tout ce que j'ai fait, j'en ai perdu énormément des combats. Hein. J'ai toujours essayé de donner la meilleure réplique possible, parce que même si tu ne gagnes pas, il faut que ton adversaire il soit content de t'avoir battu et qu'à la fin il te dise ben voilà, merci quoi. Un grand combattant, c'est quelqu'un qui a de la grâce, qui est beau à regarder. Quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui est très habile et qui maîtrise tellement son art que lorsqu'il combat, on voit à son sourire que ça le rend heureux. Dans les conditions, forcément, si tu te régales pas là, tu te régales jamais. Donc, même si tu sais que tu vas prendre des coups, bah, tu te fais plaisir, tu profites du truc. Les tournois en armure, c'est pas mon habitude, quoi. Hein. Je suis souvent, beaucoup plus souvent, moins habillé, hein, pour pas dire presque nu. Donc, on va faire son max. Plus que quelques minutes pour essayer l'épée forgée par notre forgeron. Il faut répéter ces gammes, encore et encore. Au Moyen-Âge, dès leur plus tendre enfance, les futurs chevaliers s'entraînaient tous les jours pour être les meilleurs. Je m'appelle Adhémar de Vérac. Je suis né à l'automne 1392. Mais personne n'est très sûr de la date exacte de ma naissance. Ma mère, Mathilde, a comblé les espoirs de mon père, Jean, en lui donnant un fils capable d'assurer sa descendance. Il a fallu me baptiser vite, car, de mon temps, fort peu d'enfants survivent à leur première année. Le nouveau-né est présenté au prêtre pour éviter que son esprit n'erre dans les limbes s'il meurt soudainement. Très jeune, j'ai été confiée à une nourrice qui me prodigue tous les soins. Je ne manque de rien. Parfois, son époux me donne du lait à l'aide d'une corne de vache. Je suis l'objet de toutes les attentions. Je suis aimée, éduquée, et bientôt, ma mère m'apprendra à être un bon chrétien. On me lave souvent comme le prescrivent les médecins. À chaque réveil, je rejoins le cuvier d'eau chaude dans lequel je m'ébats sous le regard affectueux de ma mère et de ma nourrice. De moi, mon père dit: je ne crois pas qu'il en ait beaucoup de pareils, aucun qui ne soit plus beau, plus pur et qui ne soit plus apprécié de tout ce qui le voit.
Vous avez été le premier au tournoi d'archerie. Vous combattez donc le premier jour et vous avez choisi Messire Brice comme adversaire. Approchez-vous, messieurs. Mes seigneurs, pour le règlement de la première épreuve, vous aurez droit tous deux à l'épée longue. Chaque touche au corps ou aux membres compte pour 1 point. La touche à la tête compte pour 2 points. Vous avez droit au coup de bouclier pour déstabiliser l'adversaire, mais il ne compte pas de points. Vous n'avez pas le droit au coup de jambe, au coup de poing. Messieurs, équipez-vous. Messieurs les juges-diseurs, vérifiez l'équipement des combattants. Olivier, essuie la lame. Êtes-vous prêts? Assaut! Un point pour Messire Brice. Brice est dans le match. Rapide, précis, souple, il surprend son adversaire. Assaut. Touche corps, 1 point pour Messire Brice. Messire Brice, 2 points. Prêt? Allez. Halte! Au membre. Touche membre, 1 point pour Messire Jérémy. Mené, Jérémy riposte aussitôt. Assaut. Messire Jérémy, 2 points. 2 partout. Assaut. Les lames qui paraissent si rigides se contorsionnent comme des serpents. Jérémy touche. Et touche bien. Messire Jérémy, 2 points. Et assaut. Messire Jérémy, 1 point. 5-2. Parfois, l'échange n'excède pas une parade riposte. Et assaut. Parfois, il est plus long, montrant la rapidité de chaque combattant. Messire Jérémy, 1 point de plus. Assaut. Halte. Messire O'Neill, 2 points. 7-2. Assaut. Messire Brice, 1 point de plus. 3-8. À ce jeu-là, Brice Lopez ne se laisse pas faire. Il frappe comme l'éclair. Messire Brice, 1 point de plus. 4-8. Assaut. Mais Jérémy demeure le plus fort sur cette manche. Messire Jérémy, 1 point de plus. 9-4. Appuyez les casques. J'ai oublié un moment. En plus, j'avais la main derrière qui me disait ça. Les 2 hommes sont heureux. Ils jubilent littéralement, attendant la seconde épreuve avec une réelle impatience. Dieu, non, fast. Ok. De l'eau, s'il vous plaît. Là. Mes seigneurs, le second sablier est bientôt écoulé. Préparez-vous pour la seconde épreuve à l'épée et au bouclier. Assaut.
Un point pour Messire Brice. Une fois encore, Brice, habitué à l'usage du bouclier, se jette sur son adversaire. Halte. Messire Brice, 2 points. 3-0. Il semble même prendre l'ascendant sur Jérémy. Assaut. Halte. 7. Messire Brice, 2 points. 5-0. Assaut. Mais l'Américain monte à l'assaut en prenant tous les risques. Et finalement, il parvient à marquer. Messire Jérémy, touche tête. 5-2. Assaut. Halte. Touche membre, Messire O'Neill. 5-3. Assaut. Corps. Touche corps. Messire Jérémy. 5-4. Assaut. Touche membre. Messire O'Neill. 5 partout. Brice piaffe d'impatience, pressé d'en découdre. Les arbitres retiennent ses ardeurs et comptent les touches avec une remarquable précision. 7, Messire. Il y a une touche tête avant pour Messire Jérémy. 7-5. Assaut. Messire Jérémy, touche tête, 2 points. 9-5. Messieurs, saluez. Jérémy O'Neill l'emporte finalement. Il vient d'éliminer un rude concurrent. Écuyer. Messire Jérémy a été déclaré vainqueur. Vous accéderez donc aux demi-finales. Messire Brice, vous avez très bien combattu. Toute l'équipe vous félicite. Pablo! Au calme. Dans le cadre de cette journée courtoise, souhaitez-vous faire un 3e assaut avec le choix des armes? Pour cette 3e manche, Messire Jérémy, vous avez choisi l'épée longue. Messire Brice, vous avez choisi l'épée à une main et le bouclier. Messieurs, préparez-vous. Prêt? Assaut. La joute courtoise est un combat sans autre enjeu que le plaisir d'échanger, de rivaliser dans la plus belle définition du terme. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, je perçois de la joie de vivre dans cette danse virile. Ces deux-là s'amusent, exultent, heureux de s'être rencontrés dans cette lice pour le moins exceptionnelle. Avant le premier combat, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Souvent, si les autres gars se sont déjà affrontés, ils savent ce qui peut arriver. Mais moi, c'était la première fois que je les rencontrais. Alors j'ai dû m'adapter, l'observer, éprouver ma technique à son contact. C'est enrichissant l'échange. Tu vois, moi je vois plus la compétition comme un échange. Si tu vois la compétition comme je gagne un titre, je crois que tu as tout faux. Si tu vois la compétition comme un échange, tu as tout gagné. Moi, chaque fois que j'ai fait des combats, c'était pour ça. J'en ai perdu, des fights, je te dire, plus que j'en ai gagné, sûrement. Et si tu le vois comme un échange, ben, au final, tu t'enrichis. Et ça, je pense que ce tournoiement, c'était ça. C'était le plaisir. Et je te remercie de m'avoir invité. On fait souvent l'opposition dans l'apprentissage martial entre la compétition et la non-compétition. Si tu fais de la compétition pour voir tes gestes techniques, tes apprentissages, le niveau qui évolue, tu gagnes tout. Tu gagnes tout. C'est un très bon combattant. Il est très rapide. Ça a été dur, mais on est sortis tous les deux avec le sourire. C'était un beau combat. Bon, touchement pour Messire Jérémy. 9-4. Messieurs, saluez. Jérémy remporte finalement les 3 manches. L'Américain est un solide prétendant au titre
même si la fougue de Brice l'aura fait douter pendant quelques instants. Comme dans tous les sports, son mental et son expérience ont su faire la différence. Pendant le combat, vous êtes très excité, mais vous devez toujours garder votre calme et observer ce que fait votre adversaire. C'est ce muscle-là qui sert. Vous devez combattre avec votre cerveau. You did very well. Sorry, I'm not big. No, you were very good, very good. Very scared. C'était un combat très plaisant à arbitrer, je vous félicite. Merci. Ça va, j'ai pas été trop... C'était bien. This, très bon. Franchement, si tu veux, moi j'avais peur qu'il soit plus dans l'attente, plus dans le truc. Il a été super, c'est vraiment quelqu'un de très très bien. J'espère qu'il a apprécié ce que j'ai essayé de lui donner. Vous vous sentez comme un chevalier. Quand vous imaginez que des chevaliers ont vécu ici, qu'ils l'ont fait, qu'ils se sont battus là, et que vous vous battez au même endroit. Vous vous sentez vraiment connecté avec eux. Il y a un an, ou 13 ou 14 mois, je ne faisais pas d'escrime médiévale. Là, aujourd'hui, je me retrouve face à un mec comme ça. J'ai réussi à passer 1 ou 2 touches. C'est super, je suis content, ça m'a plu. Mon adversaire était brillant, il n'y a pas eu de blessés, je m'en suis bien sorti, alors je suis vraiment content. Notre voyage se poursuit dans l'espace et dans le temps. Encore un décor de rêve. Villerouge-Termenès, château des archevêques de Narbonne pendant plus de 600 ans. C'est dans la cour du château, là où les 2 prochains concurrents vont s'affronter, qu'a été immolé le dernier parfait cathare, Guillaume Balibaste, en 1321. Le bâtiment impose sa force à tous ceux qui l'approchent. Il est le symbole de la toute-puissance de l'Église au Moyen-Âge. Les voyageurs et les paysans pouvaient le voir de très loin, dominer les champs et les vignobles, propriété des archevêques qui possédaient aussi tous les villages alentours. Il incarne la richesse du clergé et une forme d'oppression, car c'est là que résidait le bailli en charge de la perception de la dîme. L'Église était au centre de l'univers médiéval. Elle régissait bien des actes de la vie quotidienne, et ce dès l'enfance. Jusqu'à l'âge de 7 ans, je vais vivre au château, entouré de ma famille et des membres de la Mesnie. Je suis dans mon premier âge. Puis viendra celui de l'homme mûr, et enfin du vieillard. À 3 ans, je dois savoir parler. À partir de 5 ans, l'âge du jeu débute. Je construis des châteaux de sable et je joue à la guerre, évidemment. Avec ma mère et mon père, j'apprends les bonnes manières. Ils me demandent surtout de ne pas faire le vilain, de ne pas me tenir comme un paysan. Dès que j'approche de l'âge de raison, 7 ans, je dois savoir la différence entre le bien et le mal. Pendant longtemps, ma mère a fait des gâteaux en forme de lettres pour m'enseigner le nom de chacune d'elles. J'ai de la chance, car mon père a toujours voulu que j'apprenne à lire, à compter. Des clercs se chargent de mon éducation. Ma sœur perfectionne son apprentissage en apprenant à filer la laine, à coudre ou à broder. À moi, j'apprends les rudiments de l'escrime avec l'un des meilleurs chevaliers de mon père. D'abord, je commence avec de simples morceaux de bois. Il me transmet ce qu'il sait par la parole et par le geste. Parfois, je vais à la chasse pour m'endurcir encore et goûter à l'un des plaisirs de tout bon châtelain. J'aime aussi jouer au quilles ou à Colin-Maillard
avec les fils des chevaliers de la Mesnie. J'apprends à vivre en groupe, à entretenir l'amitié et les liens virils qui unissent les hommes de mon temps. Le jour de mes 7 ans, je suis encore en train de batifoler lorsque mon père me fait mander. Il a une chose importante à me dire. Dans quelques jours, je quitterai ma maison pour être confié à un parrain qui va faire de moi un guerrier. De Claude, je pourrais dire qu'il s'est révélé à moi à l'instant même où je l'ai vu se préparer à son combat. Sa passion l'emportait sur tout, et son attitude réservée m'empêchait jusqu'alors de le voir comme un guerrier. Mais dans cette salle du château de Villerouge-Termenès, dont les fresques ocre avaient dû être les témoins de bien d'autres existences, j'ai vu la tension, la nervosité presque, d'un concurrent prêt à tout pour faire bonne figure. Arrivés de Beaucaire, où ils animent le site du parc archéologique, Brice et Claude n'ont pas l'expérience des tournois en armure. Ils doivent faire leurs preuves. Je crois que Claude Vasselin, messire Maël, en rugissant comme un lion en cage, exprime son appréhension et sa volonté de ne décevoir personne. Une des confidences qu'il m'a faites à Séquer me revient alors en mémoire. Moi je suis plutôt en fait spécialisé sur le combat 12e, 13e. Donc le combat 14e, le combat en armure, c'est hyper récent, hein, parce que là globalement ça va être mon 5e combat, pas plus. Hein, ça fait 15 jours que je teste l'armure, donc c'est très difficile pour moi, parce qu'actuellement je lutte plus contre l'armure elle-même que contre mon adversaire, si tu veux. Claude se bat contre son armure. Ces quelques mots sonnent comme le signe prémonitoire de la tragédie qui va se dérouler dans la cour du château de Villerouge. Pour l'heure, tous les participants s'investissent dans le montage de la lice. La lice, le champ clos typique du Moyen-Âge. Le lieu dont nul combattant ne peut s'échapper au risque de perdre son honneur. Spontanément, chacun des participants s'est mis au service du groupe. Une ambiance d'école buissonnière règne sur notre aventure, même si le voyage sera, tous le savent, exténuant. L'équipe se lève avec le jour, se couche bien après que le soleil n'ait disparu derrière l'horizon. Les châteaux d'Aguilar et de Villerouge-Termenès sont faciles d'accès, mais qu'en sera-t-il lorsqu'il faudra grimper dans les citadelles perchées sur leurs pitons ? Personne n'y pense, tout le monde y pense, personne n'en parle autrement que dans un éclat de rire. Il n'y a pas d'acteurs parmi nous. Tous vivent une aventure librement consentie, tous ont pris une semaine de vacances qui sera loin d'être une période de repos réparateur. Finalement, en racontant l'histoire de la chevalerie, c'est aussi l'histoire un peu folle de cette femme et de ces hommes que nous racontons. L'adversaire de Claude, Franck Pétillot, n'a pas encore rejoint le donjon dans lequel il va revêtir son armure. C'est aussi un signe de ce qui va se produire. Allez, c'est parti de plaisir, De son côté, Claude n'en finit pas d'enfiler son costume. Le plastron éclatant vient préserver ses certitudes, enchaîner tous les doutes à quelques minutes de l'entrée en lice. Brice est là, compagnon de tous les instants. Il conseille, rassure, motive. Il a plus de 15 années d'expérience dans la gladiature. Ce binôme ne saurait être mieux assorti. La fougue ascétique de Brice, le cœur débordant de Claude. Comme au Moyen-Âge, 2 des 4 éléments, le feu et l'eau, dans leur force primitive. Dans les instants qui précèdent le combat, difficile de dire qui paraît pouvoir l'emporter. Une chose est sûre,
À quelques minutes du début de la confrontation, tout le monde est persuadé d'assister à un tournoi de chevalerie. L'âme des chevaliers flotte sur Villerouge-Termenès. Mes seigneurs, nous voici rassemblés dans le château de Villerouge-Termenès pour ce deuxième affrontement. Messire Gravalon, vous êtes arrivé deuxième au concours d'archerie et vous avez choisi d'être opposé à Messire Maël. Les touches au corps, aux membres, que ce soit les bras ou les jambes, seront comptabilisées comme 1 point. Les touches à la tête vaudront 2 points. Mes seigneurs, équipez-vous. Écartez-vous. Chevalier, êtes-vous prêts? Prêt. Allez! Bon, Gravalon. 1 point pour Messire Gravalon. La spalière détachée. Messire Gravalon, arrêtez-vous au halte, s'il vous plaît. Pas de points accordés, donc. Toujours 1-0 pour Messire Gravalon. Messire, s'il vous plaît. À Aguilar, avec Jérémy et Brice, nous avions eu une rencontre courtoise. À Villerouge-Termenès, cet après-midi-là, nous aurons la guerre. Touche-tête. Messire Maël, 2-1. Messire, êtes-vous prêts? Assaut! Il y a certes du respect entre ces deux hommes, mais Franck Pétillot, Messire Gravalon, n'aime ni perdre, ni compter les points. Ce qu'il veut, c'est vaincre, imprégner la liste de sa présence physique. 3-2. La rencontre est serrée, tendue. Franck Pétillot use plus de la garde de son épée que de la lame. Le juge 10 heures, Olivier Patruix, doit rester vigilant. Tout le monde sent que le combat peut basculer à chaque instant. Touche-membre, Messire Maël. Pour toucher la tête, Franck Pétillot, lorsqu'il est trop près, lance sa garde vers le visage de son adversaire. Mal fixé, la visière se relève. Le coup est efficace, mais dangereux. La touche-corps arrive franche ou à plat? Moi je la vois franche. Là, ben, elles sont simultanées. Elles sont simultanées. Mes seigneurs, après concertation avec les juges 10 heures, votre touche, Messire Maël, était franche. Elle était au corps, 1 point. Par contre, Messire Gravalon avait mis une touche tête, 2 points. 6-4 en faveur de Messire Gravalon. Chevalier, êtes-vous prêts? Prêt. Messire Maël Claude Vasselin ne va plus s'approcher. C'est un choix tactique qui va s'avérer payant, d'autant que ses coups se font plus précis. Touche membre, Messire Maël, 6-5. Assaut. Je vois touche tête. 7 partout. Messire,
s'il vous plaît, stable, quand vous êtes en garde. Êtes-vous prêts? Prêt. Assaut! Gravalon, un point. 8 à 7 en faveur de Messieurs Gravalon. Reculez un petit peu, s'il vous plaît, chevalier. Assaut! Touche tête en faveur de Messieurs Maël. Messieurs Maël, vous remportez la victoire par 9 à 8. Mes seigneurs, saluez-vous. Un escrimeur maîtrise une technique, exprime l'étendue de son expérience, mais il combat aussi tel qu'il est. Son escrime est le reflet de son caractère. Le match est serré, les coups précis, les échanges courts mais percutants. La deuxième manche va être décisive. Tous les spectateurs le sentent. Mes seigneurs, le second sablier est bientôt écoulé. Réarmez-vous. C'est bon. Mes seigneurs. Messieurs, êtes-vous prêts? Assaut! Dès la première passe d'armes, Claude Vasselin s'effondre comme une poupée de son. Continuez! Il ne se relèvera pas. Est-ce que tu veux qu'on t'enlève la protection au niveau du genou? Ouais, il faut enlever la protection. Allez, on va l'enlever. Exactement. Claude Vasselin sera reçu en urgence à l'hôpital de Narbonne. Sire Maël et Sire Brice nous quittent. Plus de peur que de mal, luxation du genou. Les hommes du Moyen-Âge se blessaient tout autant en tournoi. Ils se tuaient parfois. C'est aussi durant cette période qu'apparaissent les premières facultés de médecine. Le seigneur de Montpellier, Guillaume VIII, accorde en 1180 le droit d'exercer et d'enseigner la médecine dans sa ville. Mais le corps humain est très mal connu, car jusqu'à la fin du XIVe siècle, l'Église interdit formellement les dissections de cadavres. Sans études anatomiques, difficile de comprendre le fonctionnement physiologique des malades. Mais contrairement à ce que l'on pense, au Moyen-Âge, l'hygiène corporelle est très importante. Les traités prescrivent de baigner les enfants dès leur réveil. Hommes et femmes se baignent. L'eau fait partie des plaisirs de vivre. Dans les familles aisées, les cuviers servent de baignoire. Parfois l'on y mange. Les hommes s'y prélassent et s'y font raser par le barbier qui est aussi chirurgien. Sur les champs de bataille, ils portent l'eau et égorgent les soldats ennemis blessés. Dans le civil, ils pratiquent les saignées et les purges, les seuls actes que l'Église lui autorise. Le dentiste le remplace parfois au pied levé pour de petites opérations sans aucune anesthésie. Il faut dire que l'Occident connaît encore mal le corps humain. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, les Arabes ont acquis un savoir scientifique bien plus étendu. À Bagdad ou à Damas, de prestigieux spécialistes sont capables de réduire les fractures importantes, d'opérer certaines affections ophtalmiques. Les Arabes ont fait très tôt la synthèse entre les connaissances venues d'Inde et celles de la Grèce antique. Vers 1030,
Avicenne rédige le canon de la médecine, un texte qui fera autorité jusqu'à l'époque moderne. En fait, il n'y a pas dans l'Occident médiéval d'approche scientifique de la médecine. La théorie des humeurs constituait la base du savoir médical. Chaque individu possédait 4 humeurs, ou fluides principaux, la bile noire, la bile jaune, le flegme et le sang. Pour être en bonne santé, il fallait établir l'équilibre entre ces 4 éléments associés également aux saisons ou aux signes du zodiaque. Une consultation dans l'Occident médiéval se déroulait d'une manière étrange. Le médecin ne touchait pratiquement pas son patient et construisait son diagnostic sur l'examen des urines que ce dernier lui fournissait. Parfois, il goûtait l'échantillon. Il n'oubliait jamais de conseiller quelques prières, voire un pèlerinage, car la maladie était souvent considérée comme une punition divine. Pour ces médecins, tout aliment était aussi médicament, car la théorie de la formation des humeurs conférait à la nourriture une importance primordiale. À la rôtisserie médiévale de Villerouge-Termenès, Messire Maël a laissé un fauteuil vide à côté de son adversaire du jour. La fatigue et les épreuves de la journée marquent les visages. Chacun m'a affirmé vouloir poursuivre l'aventure. Il reste 4 jours de tournoi et tous espèrent que le pire est déjà survenu. Demain, Messire Frache, Éric Frachebois, gravira le sentier vers la forteresse de Peyrepertuse. Si le temps est clément, le Belge Nicolas Béguin, Messire Dramalec, pourra parfaire ses couleurs écarlates. À Peyrepertuse, Dame Christine Haas, affrontera son vieil ami Éric Frachebois. Elle n'a pas l'air inquiète. Jonathan Guillemin combattra demain après-midi à Quéribus. Le locataire du château des Ducs de Guise est un épicurien, là où d'autres se lassent. Lui profite. Les 2 écuyers, Olivier et Nicolas, comme au Moyen-Âge, se mettront au service de leurs chevaliers, se comportant comme des gentilshommes portant l'écu, certes, mais trimballant aussi avec humour tout ce que leur force peut soulever. Partager, partir à la rencontre de l'autre, dans notre monde si aseptisé, si déshumanisé, cette tablée si savoureusement médiévale m'apparaît comme une virgule en apesanteur, hors du temps. Je pense à tous les rires qui ont dû retentir dans cette salle de banquet, et lorsque mon regard s'envole, j'entends des voix à l'unisson qui trinquent à l'absent, à Messire Maël, triste héros de notre belle aventure. La gastronomie médiévale n'échappe pas aux 4 éléments primordiaux. Le feu, l'air, l'eau et la terre. Il y a 4 saisons, 4 points cardinaux, 4 tempéraments. Les aliments sont donc classés en fonction de leur appartenance à l'un des 4 éléments. Au sommet, les épices liées au feu, puis les oiseaux vivant dans l'air, suivis par les poissons et enfin, tout en bas de l'échelle, les quadrupèdes et les végétaux issus de la terre. En fait, les ragoûts, civets et autres daubes de nos grands-mères proviennent en ligne directe des recettes du Moyen-Âge. La viande la plus courante, c'est le porc et tous ses dérivés. Jambon, saucisses, saucissons, pâté et lard. Les gros gibiers, comme le sanglier ou le chevreuil, sont réservés aux nobles. Le petit peuple se contente des lièvres et autres lapins de Garenne. Mais l'aliment de base, c'est le pain. Les hommes et les femmes du Moyen-Âge en consomment 1 kilo par jour. Dans les cuisines des nobles, les mitrons cuisent la viande à la broche. Les seigneurs préfèrent manger des volatiles car ils règnent dans les cieux. Les plats sont très épicés car l'épice, venue de contrées extraordinaires, proches de l'Éden, est censée préserver la santé.
Au Moyen-Âge, la table du banquet est l'endroit où la notion de partage s'exprime le mieux. On se partageait la nappe pour s'essuyer, les cuillères, les verres, les écuelles, mais aussi le spectacle des entremets, des dressoirs, du ballet des jeunes pages servant les convives. Le banquet médiéval instaure un rituel impliquant des devoirs, des règles, un code de conduite à respecter visant notamment à entretenir la convivialité. Bien sûr, c'est à la table des puissants que ce savoir-vivre s'exprime le mieux. Le festin est une preuve de prodigalité. Le défilé des mets est un signe de pouvoir et de distinction sociale, car les plats les plus délicats sont difficiles à obtenir. Les menus tiennent aussi compte des saisons et des difficultés de transport. La nourriture provient des campagnes environnantes. L'absence de moyens de conservation dicte aussi les habitudes alimentaires. Les gens du Moyen-Âge vivent au rythme des saisons et les repas répondent à leur aspiration à se retrouver. Peyrepertuse, la pierre percée, vaisseau minéral voguant sur les crêtes des Corbières. C'est un château stratosphérique, couché à 800 mètres d'altitude qui provoque vertige et ivresse. Il est tellement au-dessus du monde, couronnant les sommets calcaires entre les petits villages de Duillac et Roufiac des Corbières, que les nuages l'enveloppent souvent, le cachent au regard des curieux. Et lorsque ce ne sont pas les nuages, c'est le vent ou l'orage qui en garde l'accès. En prenant les chemins de son premier seigneur, le comte catalan de Besalú, on peut s'envoler ou être foudroyé, c'est au choix. Mais par grand temps, quel spectacle! « 300 mètres de long, 60 mètres de large. L'ensemble fortifié du château de Peyrepertuse est impressionnant. Il s'agit en fait de plusieurs citadelles imbriquées, construites à des époques différentes, car le site a attiré les stratèges dès le 1er siècle avant notre ère. Aujourd'hui, c'est notre petite armada qui le prend d'assaut, sous le soleil. Nous ne serons pas foudroyés. Et pour cause, le vent souffle en rafales puissantes. Pour profiter du panorama, il faut donc se frayer un chemin entre les buis ou les chênes kermès et gravir les 40 mètres de falaise que la citadelle surplombe. Comme les autres fils de Carcassonne, Peyrepertuse a dansé entre France et Aragon, et comme les châteaux de Quiribus ou Puylaurens, il a été rénové et agrandi sur ordre de Saint-Louis. C'est d'ailleurs dans la partie la plus récente et la plus haute, le donjon San Jordi, construit à partir de 1242, que le combat doit se dérouler. Mais les arbitres et les deux combattants ont demandé à inspecter le lieu de l'affrontement pour des raisons de sécurité. L'accident de la veille est dans tous les esprits. Gilles Martinez et Olivier Patruix accompagnent Christine Haas et Éric Frachebois au sommet du Nid d'Aigle. La vue y est superbe. Mais leur avis de spécialiste se moque bien de la beauté des paysages. Ça remonte bien. Là t'as l'escalier. Ah oui, c'est pas bien, hein. C'est pas. C'est un peu dangereux. Tout du gravier, là ça glisse. Là ça glisse.
Bon, remarque, après, ceux qui sortent du chat, ils sont éliminés. Vous en mêliez. Et vous aviez de là, qu'on n'ait pas le temps. Voilà, c'est comme t'es éliminé. Ah, un peu haut quand même. Et en bas, c'est un peu en vieux. On va pas se recevoir. Ah, Gila. Voilà, c'est pas bon. Hein. Jean de Dame. On a encore les grosses pierres. Qu'est-ce que t'en dis? Moi, ça me va pas. Jean de Dame. Je trouve que ça... Monseigneur. C'est un peu clair. On est d'accord, c'est trop petit avec le mur. Pas de match ici, d'accord? En bas. D'accord, en bas. On est d'accord. Il n'y aura pas de match ici, mes seigneurs. Ce sera en bas. Allez. C'est parti. Allez, go. Éric Frachebois n'est pas homme à retenir ses coups. Mais la pratique de ce sport nous le révèle plus inspiré que brutal. Il y a une philosophie que tous les combattants cultivent. C'est un art de vivre, une façon d'être avant que de servir la pratique de l'art martial. Parce que ce que j'aime dans les tournois, c'est pas le côté éliminatoire, il ne peut en rester qu'un. Moi, ce que j'aime, c'est rencontrer un maximum d'adversaires différents. Et à chaque fois, c'est une rencontre différente, des techniques différentes, une personne différente. Et il se tisse systématiquement une relation en combat. On ne peut pas se battre si on méprise son adversaire. Enfin, en tout cas, pas dans mon point de vue. Il faut qu'il y ait un respect mutuel qui s'établisse et une vraie confrontation. Les deux combattants de Peille-Repertuse sont deux passionnés. Tous les deux se connaissent bien pour avoir combattu aux quatre coins de l'Europe. Tous les deux se respectent aussi. Ce respect, tous les compétiteurs en parlent. Mais est-il aussi flagrant lorsque les combattants sont des combattantes? Oui. Ensuite. C'est bon là? Ouais. Allez. Là. La majeure partie des combattants me considèrent comme une combattante normale. Il y a toujours une petite proportion qui va dire « Mon Dieu, c'est une femme, je vais pas oser taper dessus », mais à partir du moment où ils ont pris un premier coup, en général, ils se ressaisissent. Et il y a une toute petite proportion aussi qui veut me montrer que parce que je suis une nana, j'ai rien à faire ici et qui vont taper un peu plus fort. Donc, on a les deux. Mais en règle générale, les gens me considèrent comme un des leurs. Comme ça. Voir. Ouais, ok, c'est bon. Deuxième. Éric et Christine n'échappent pas au rituel de l'habillement. Mais le premier a conçu lui-même son armure de sorte qu'il peut l'enfiler pratiquement seul. Christine porte une armure forgée par un maître batteur. Son écuyer Nicolas a besoin du maréchal de Lys pour fixer les deux canons de protection des bras et la cubitière, la protection du coude. Les deux portent un gorgerin, un épais collier de cuir qui protège leur gorge des coups de lame accidentels. Nous sommes au 3e jour de notre aventure. Mais cette compétition, pour le moins inédite, est-elle fidèle à des rassemblements plus officiels? Les gens sont sympathiques, on est bien dans l'esprit qu'on veut donner à l'escrime médiéval, enfin au combat médiéval, parce qu'il n'y a pas que de l'escrime. Et donc de ce point de vue-là, j'avoue que je suis pleinement satisfaite pour le moment. Plus que quelques minutes avant le combat, Éric Frachebois s'enferme dans une armure de silence. Ici, ailleurs, combattre, voilà tout ce qui l'intéresse. Pendant sa préparation, Christine ne rompt pas la communication. Mais elle garde toutefois l'essentiel. Elle a décidé que ce combat serait sans doute le dernier et elle est sujette à des crises d'asthme lorsqu'elle fait des efforts violents. Là, c'est bon. Elle ne dit rien, porte sa charge comme les autres et ne veut en aucun cas être privilégiée. Voilà, non, elle ne me découvre pas, mais je voudrais... Nous l'avons faite grimper comme si de rien n'était. Elle partage juste avec nous sa joie d'être si haut, dans un site si beau.
faire. J'ai jamais fait de combat dans des sites aussi prestigieux et qui dominent autant la plaine. La vue est magnifique et j'avoue que le rayonnement des pierres, ça fait quelque chose. Les châteaux peuplent notre imaginaire, plein de richesses et de rêves. Un refuge que le futur chevalier abandonne en s'éloignant de sa famille. J'ai quitté mes parents sans me retourner, ne sachant quand je les reverrai vraiment. Mon parrain et son épouse sont bons pour moi, mais l'apprentissage va être long et rude. Je ne suis d'abord qu'un simple page. J'apprends les rudiments du savoir-vivre en servant les puissants à table. Parfois, je goûte le vin en cachette. Je grandis. À 14 ans, je deviens l'écuyer de mon parrain que j'appelle volontiers oncle, même si notre parenté n'est pas réelle. Je l'assiste désormais en de maintes occasions. Je me tiens à ses côtés pendant les conseils, je porte son écu et son aume, et surtout, je l'accompagne lors des tournois qui fleurissent dans le nord du royaume de France. De tournoi en tournoi, je visite la Champagne, la Touraine, la Bretagne et la lointaine Flandre. Entre deux tournois, je m'entraîne encore et encore. Surtout à la Quintaine, ce mannequin de bois monté sur pivot, dont le lourd gourdin vous frotte les chines, si vous ne vous éloignez pas assez vite après avoir frappé son bouclier. Une grande partie de ma vie se déroule à cheval. À 15 ans, je sais tenir ma monture d'une seule main, car l'autre tient la lance ou l'épée. Je fortifie mon corps pour les épreuves qui m'attendent. Adresse physique, précision. Je saute, je cours, je lutte. Je m'habitue au poids de l'armure, au froid ou à la douleur. Et je m'escrime sans trêve, trouvant dans les livres les gestes que les maîtres d'armes me font répéter jusqu'à l'épuisement. Je comprends enfin pourquoi le meilleur chevalier du monde, Guillaume le Maréchal, disait de la chevalerie qu'elle est chose si forte et si hardie qu'un mauvais ne l'ose entreprendre. Mon oncle me mène aussi à la chasse. Je plonge dans les forêts sombres à la recherche du gibier. J'apprends à vaincre ma peur, à tuer. Car bientôt viendra le jour où je pourrai revêtir l'armure, coiffer le aume et surtout enfin monter sur le destrier qui fera de moi un vrai chevalier. Je rêve souvent de cet instant, m'imaginant déjà, chevauchant, avec la dignité qui sied à ceux de mon espèce. Pour ce troisième affrontement, nous voici dans la forteresse des pierres percées, ou Peyrepertus. Monseigneur, gentes dames, vous aurez droit à 2 séries d'assauts. La première à l'épée longue, la seconde à l'épée et au bouclier. En cas d'égalité, une 3e série vous sera proposée. Pour le moment, les règles sont les suivantes. Chaque touche au corps, aux membres, bras ou jambes comptera pour un seul point. Les touches à la tête compteront pour 2. Écuyers, armez vos chevaliers. Qui de Christine Haas ou d'Éric Frachebois rejoindra Franck Pétillot et Jérémy O'Neill en demi-finale?
combattants, approchez-vous. Mettez-vous en place. Messieurs les jugiseurs, contrôlez l'équipement. Peyrepertuse se charge de nuages. Un ciel d'ardoise court au-dessus de nos têtes. Combattants, rapprochez-vous. Lequel des combattants frappera comme la foudre? Assaut. C'est Éric Frachebois qui est le plus rapide. Messire Frache, 2 points. Si elle veut marquer, Christine Haas devra se méfier des ripostes cinglantes de son adversaire. Mais Dame Christine décide d'attaquer. 4-0. Et la puissance de son élan l'expose dangereusement. Elle ne peut espérer toucher qu'en restant à distance. Touche membre. Dame Christine, 1 point. 4-1. Assaut. Il y a eu un estoc en remontant, pas de point, on la remet. Assaut. Messire Frache profite de la moindre inattention pour faire jaillir son estoc et frapper le homme de son adversaire en allongeant simplement le bras. Touche corps, Dame Christine. 6-2. Messire Frache, pas de coup après le halt. Dame Christine se rue encore sur son adversaire, tente une quinte à 2 mains, mais ne peut écarter la lame d'Éric Frachebois qui la frappe en retour. Messire Frache, 2 points. 8-2. Assaut. Messire Frache, 1 point, touche membre. Messire Frache remporte le combat. Une fois encore, la hardiesse de Dame Christine est loin de suffire. Messire Frache parade et riposte aussitôt. Dernier point de la première manche. Je vois le foot pour moi, mais il n'est pas assez frappe. D'accord? Mais cette première manche nous laisse tous sur notre faim. En vérité, le courage de Christine Haas ne semble pas pouvoir faire la différence face à la force de Messire Frache. Pour gagner dans la deuxième manche, celle au bouclier et à l'épée, il va falloir ruser, esquiver et frapper. Dame Christine a choisi de combattre sous la seule protection d'une bogue, un petit bouclier rond, caractéristique de la fin du Moyen-Âge. Difficile de rester à distance à l'ombre d'un si petit appui. L'écu de Messire Frache le couvrira certainement mieux. Combattant, en place. Hey. Assaut. Touche corps, Messire Frache, 1 point. Éric Frachebois entame la première manche comme il avait fini la précédente, en obligeant son adversaire à se mettre en garde haute. Il frappe de taille sur le côté de son plastron. Dame Christine touche corps, 1 point, 1 partout. Oui, assaut. Continuez. 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 Messire Frache, touche tête, 2 points. 3-1. Assaut. Messire Frache, touche corps, 1 point. À 4-1, Dame Christine recule, mais parvient encore à plonger dans les failles de son adversaire. Rien n'est joué, d'autant qu'elle choisit de porter ses coups vers les parties basses, tout en maintenant la lame de Messire Frache en l'air. Touche jambe pour Dame Christine. On est d'accord, Dame Christine touche jambe. 1 point.
Le score est à présent de 4-2 en faveur de Messire Frache. Éric Frachebois décide alors de reprendre l'offensive en s'exposant le moins possible. La touche aux jambes est en premier dans ce cas-là. Dame Christine, 1 point. 4-3. Ouais. Touche membre, Messire Frache, 5-3. Ouais. Dans l'épreuve de force que les deux combattants ont décidé d'entamer, c'est le premier coup qui compte. Et à ce jeu-là, il devient vite clair que le concurrent le plus faible physiquement ne peut l'emporter. Dame Christine, touche membre, 7-4. Touche tête, Messire Frache, 9-4. Messire Frache remporte le combat et le match par la même occasion. Monseigneur, Dame Christine, saluez-vous. Éric Frachebois sera donc le 3e demi-finaliste. C'est le moment où tout ce qu'on a travaillé à l'entraînement se met en œuvre. Donc l'intérêt justement c'est... on voit si on est capable de tenir la distance et d'enchaîner tout ce qu'on a travaillé, de garder du recul, de garder de la maîtrise. La sensation du faire est inimitable en tout cas. On a la sensation qu'on tient dans les mains quelque chose qui est capable d'être réellement mortel. Et quand on touche le fer de l'adversaire, ou qu'on travaille avec, il y a vraiment un petit côté jeu avec la mort, même si derrière nos armures et nos épées démilitarisées, on risque en réalité pas grand-chose. À Peillerepertuse, Messire Frache est sans conteste notre champion. Il semble avoir pris goût à cette joute, même s'il ne nous a pas montré l'étendue de ses talents d'escrimeur. Monseigneur, Dame Christine vous propose pour ce tournoi à Plaisance une nouvelle série d'assauts. Elle vous propose les mêmes règles, mais en 5 points. Vous choisissez l'arme qui armera les deux combattants. Êtes-vous d'accord, Monseigneur? Quelle sera votre arme? Mon épée. Messire Frache, vous choisissez l'épée longue. Dame Christine. Épée longue. Messieurs les juges diseurs. Combattants en place dans la liste. Messire Frédéric, à vous. Prêt. Dame Christine a accepté la joute courtoise, malgré une crise d'asthme qui l'handicape depuis de longues minutes. La voilà à 5 points de la fin de cet affrontement, qui l'aura vu aller jusqu'au bout d'elle-même. Halte. Messire Frache, 2 points. 2-0. Le point est remis à vous, messire. À l'épée longue, elle exprime mieux ses talents d'escrimeuse, mais ne peut rivaliser face à la puissance de son adversaire, qui compense par la force ce qu'il ne peut obtenir par habileté. Messire Frache touche corps, 1 point. 3-0. Il frappe toujours avec vivacité, après que son adversaire se soit trop exposé à ses coups. Touche membre, Dame Christine. 1 point. 3-1. Messire Frache. Messire Frache remporte le combat par 5-1. À la fin de l'épreuve, je retrouve le sourire et le calme de Christine Haas, heureuse tout simplement de ce combat, aux portes d'un ciel désormais lumineux. Je suis contente de mon combat, j'ai toujours eu du mal à avoir Frache, donc ça a continué dans la lignée. Oui, je me suis régalée, j'ai pu essayer de faire quelques passes un peu techniques, j'ai essayé de diversifier un petit peu pour essayer de l'avoir de manière différente. Le problème, c'est qu'au niveau poids, il est un peu plus lourd que moi et j'étais un peu trop au contact avec lui, j'aurais dû rester un peu plus à distance, mais bon.
Quéribus, comme les autres fils de Carcassonne, a longtemps hésité entre les royaumes de France et d'Aragon. Mais finalement, qu'importe la bannière sous laquelle ce vaisseau-là a vogué. Lorsque le visiteur a gravi les 728 mètres qui le séparent du cœur de cette forteresse, il pourrait ne plus vouloir en descendre. De là-haut, la sensibilité humaine touche enfin ce qui sépare l'exception de l'usuel, la beauté de la laideur, le grandiose du futile. 400 ans d'évolution architecturale, entre le XIe et le XIVe siècle, ont fait de Quéribus le monument exemplaire des paradoxes tiraillant le génie humain entre le beau et l'efficace, entre la force et la douceur. La grâce de la gigantesque fenêtre à meneaux, des nervures gothiques de la voûte reposant sur un pilier unique, 4 croisées d'ogives supportant une terrasse d'où le regard embrasse la Méditerranée, les Pyrénées et le mont Canigou, les Fenouillèdes et les Corbières. La puissance des 3 enceintes successives, de la rampe d'accès taillée dans la roche, et, dans le cœur souterrain du château, les casemates nimbées de la douce lumière filtrant par les meurtrières et les archères taillées dans des murs cyclopéens. Un dispositif défensif si abouti qu'une quinzaine d'hommes suffisait à défendre la place. C'est ici que vont s'affronter 2 lions, Nicolas Béguin, messire Dramalec, et Jonathan Guillemin, messire Guillaumin, dans les bourrasques d'une tramontane, poussant une armada de nuages dans un champ d'azur éclatant. Mais pour mériter Quéribus, il faut d'abord y grimper. Notre longue caravane s'étire sur le petit chemin qu'ont dû emprunter bien des femmes et des hommes avant nous. Pour éviter que les combattants ne se fatiguent, écuyers et compagnons d'armes portent leurs équipements. Christine Haas a sur son dos l'armure de Jonathan Guillemin. Elle ne laissera à personne le soin de l'en soulager. Une réflexion trotte dans toutes les têtes. Quelle abnégation les constructeurs de ce nid d'aigle ont-ils dû déployer pour monter jusqu'ici les matériaux de leur chef-d'œuvre. La pierre naturelle et les murailles se marient si bien que Quéribus, ce doigt pointé vers les cieux, nous apparaît aussi comme un superbe coquillage posé sur le rocher. Notre troupe souffre avec un sourire que rien ne saurait ôter des visages. Les jambes flagellent, nos épaules sont quelque peu meurtries. Les muscles asphyxiés se transforment eux aussi en pierre. Mais nous nous enivrons du fabuleux spectacle, malgré ces dizaines de marches, ce chemin de croix taillé parfois même le roc, qui semble ne devoir jamais s'achever. À voir nos mines déconfites, on comprend pourquoi Quéribus sera le dernier bastion à tomber aux mains des Français en 1255. C'était au cours d'une croisade contre des hérétiques, les Albigeois. Lorsque vous pensez aux croisades, vous imaginez des foules de paysans ou des hommes d'armes portant sur le poitrail la Sainte Croix pour laquelle ils vont combattre les infidèles. Vous imaginez Jérusalem, Saint-Jean d'Acre. À partir de 1096, et pendant près de 200 ans, l'esprit de ce que l'on appelle alors le voyage d'outre-mer flotte sur l'Europe. Porter la croix devient une étape indispensable à la formation du parfait chevalier. Les cadets de familles pauvres tentent l'aventure pour trouver fortune en Terre Sainte. Dès le XIIe siècle, ces expéditions lointaines voient la création des ordres de chevalerie, hospitaliers, templiers, teutoniques. Mais la croisade ne concerne pas seulement le voyage au Proche-Orient. En 1208, la chasse aux cathares, jugés hérétiques par le clergé chrétien, débute dans le midi de la France. La population de Béziers est massacrée en juillet 1209. Le 15 août, les habitants de Carcassonne doivent quitter la ville en y abandonnant tous leurs biens. Partout où ils résistent, les cathares sont tués. S'ils sont pris vivants et qu'ils refusent d'abjurer leur foi, on les brûle. Pendant près de 50 ans, les chevaliers du nord de la France vont venir dans le sud-ouest pour accomplir leurs 40 jours de service militaire et ainsi se faire pardonner leurs péchés en passant des innocents au fil de l'épée. Après 1244, l'Occitanie passe définitivement sous le joug du pouvoir royal.
Les chevaliers peuvent encore franchir les Pyrénées pour combattre les Maures qui occupent la péninsule ibérique depuis 711. Au service des rois de Castille et d'Aragon, les chevaliers tuent aussi des musulmans. Les Occidentaux ont beaucoup à apprendre de la générosité et de l'hospitalité des musulmans. Après les premiers excès commis par les croisés, les États chrétiens d'Orient vont même accorder aux musulmans des institutions propres et une certaine liberté de culte. Mais la rencontre des deux mondes demeurera tout de même un échec. Bien sûr, les richesses de l'Orient vont être pillées. Les tactiques militaires des chevaliers européens seront améliorées au contact de leurs ennemis. Certains chevaliers vont même s'établir dans les royaumes chrétiens d'outre-mer, adoptant rapidement les mœurs orientales. Mais le nombre des chrétiens devenus musulmans est plus important que celui des conversions accomplies par l'Église catholique. Difficile de savoir lequel a conquis l'autre, même si des guerriers comme Saladin ont su se montrer plus chevaleresques que beaucoup de combattants chrétiens. Une chose est sûre, les haines vont perdurer pendant très longtemps. Et finalement, ce sont les cités marchandes italiennes, Venise ou Gênes, qui vont le plus prospérer grâce à cette vaste entreprise militaire. Les croisades ont plongé le Proche-Orient dans la terreur et dans la misère. La prise de Jérusalem, en 1099, se solde par un horrible carnage. Les chevaliers francs y massacrent tous les habitants. Entre 1096 et 1291, 8 croisades se succèdent. Mais les motivations des chevaliers sont de moins en moins liées à la défense des lieux saints et de plus en plus conditionnées par des considérations financières. En 1204, ils pillent même la cité chrétienne de Constantinople. En 1291, avec la prise de Saint-Jean d'Acre, le rêve chrétien en Terre Sainte s'achève. À l'aube du 29 mai 1453, les Turcs se ruent dans Constantinople. Les Ottomans sont aux portes de l'Europe. Ils viennent de sonner le glas des idéaux de la croisade. À la fin du 3e jour de tournoi, Nicolas Béguin, le Belge venu de Liège, et Jonathan Guillemin demeurent en lice pour tenter d'arracher la dernière place en demi-finale. D'un côté, Nicolas, un garçon réservé voire timide, dont la personnalité éclate une fois qu'il a revêtu son armure. De l'autre, la force tranquille et modeste de Jonathan, aussi à l'aise au sein de notre communauté disparate que lorsqu'il monte des murs de pierre pour rénover un château abandonné. Le sort a voulu que les deux plus jeunes combattants se retrouvent opposés dans la forteresse de Kéribus. Leur calme apparent cache les préoccupations du moment. La veille, Claude Vasselin s'est blessé. Lui et Brice Lopez manquent à l'appel de cette journée et leurs ombres ont plané tout le temps. Malgré leur jeunesse, les deux derniers combattants n'ont pas l'insouciance d'oublier l'accident de la veille. Avant de rentrer en lice, Nicolas et Jonathan veulent me faire partager leurs sentiments sur leur passion, sur leur sport. Il y a beaucoup de gens qui nous comparent, qui me disent de faire attention, qui disent que ça doit être dangereux, que on ne comprend pas comment on peut faire ça. Moi j'estime que le sport que je fais, comme je le pratique, comme nous le pratiquons autour de moi, est moins dangereux qu'une personne qui fait du karaté, voire qui fait du football. Je suis équipé pour aller rejoindre Jonathan ici. J'ai mon armure complète, c'est pratiquement 2 mm d'épaisseur partout. Ça, plus le gambison qui est en dessous, parfois les arbitres doivent arrêter parce que je ne sens pas. Même à la tête, je ne sens pas le coup, mais j'entends, c'est ça qui me fait arrêter. Je n'accepterai pas de combattre contre quelqu'un qui, lui, a de gros défauts d'armure. Une personne qui arrive devant moi avec le menton à nu, je dirais non. J'essaierai d'abord de voir avec l'arbitre, qui s'occupe de l'arbitre et le maréchal de lice,
pour voir s'ils savent faire quelque chose. Et si ça devient vraiment trop dangereux, je ne pense pas, je refuserai l'engagement. À ses dépens, ou à mes dépens, mais peu importe, je ne veux pas risquer de blesser quelqu'un. Pour moi, à partir du moment où je suis protégé pour encaisser les coups qu'on va me porter, et que la personne en face de moi est protégée pour encaisser les coups que je vais lui porter, pour moi, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas plus dangereux que du basket ou autre chose. Enfin, c'est sûr, il y a des bobos, il y a des coups, il y a parfois des doigts qui font très mal, mais des grosses blessures, j'en ai jamais eu. Ça, c'est sûr. C'est un rêve d'enfant qui se concrétise, même si j'ai en effet grandi dans un château, j'ai pas eu forcément l'occasion de faire cet itinéraire qu'on fait cette semaine. Et c'est en effet se retrouver une certaine atmosphère, parce qu'on est tous en costume, on est tous là pour faire de l'escrime médiévale, pour faire un tournoi. Et malgré le contexte moderne, on a parfois ce sentiment de retrouver des gestes, de retrouver certains réflexes que peut-être certains auraient eu à cette époque-là. À l'heure dite, nos deux chevaliers passent de l'ombre à la lumière. Rêve ou réalité? Les barrières du temps semblent abolies. La passion submerge tout. Le frisson du combat parcourt les échines. Qui sera le 4e demi-finaliste de ce tournoi exceptionnel? N'abuse pas, fais gaffe. Fais gaffe à ton genou, il y a la télé. That's right! Oh yeah! That's right! I get up every day when the buzzer starts ringing. Step out on the porch and I hear the birds singing. I'm doing what I love and I ain't no snob. Taking care of people, that's my job. That's what I do, that's who I am. I'll make no excuse. I'll be who I am. That's what I do, that's who I am. Ah ouais, super truc à faire. Regarde, laisse tomber. Attends, ça tourne dans le... Oh merde, ça tourne dans le sens inverse, c'est pas facile. Ça tourne dans le sens That's what I do. That's what I do. That's who I am. That's who I am. I'll make no excuse. No excuse. For being who I am. That's what I do. That's what I do. That's who I am. That's who I am. Make no mistake. I know that.